Après l'effet de nouveauté qui a entraîné de nombreuses adoptions en techno en entreprise et la multiplication de modalités pédagogiques, alors souvent la dénomination, il est vrai, plus commerciale que réelle, et pas toujours maîtrisée dans leur déploiement, les LND cherchent aujourd'hui à rationaliser leur rapport à la technologie. Alors avec deux objectifs recherchés face à cette complexification, hein, mais aussi aux possibilités que peut offrir la technologie. Alors premier point, garder une learning experience optimale, voire en l'améliorant, hein, par l'unification, par la simplification, et surtout la rationalisation par l'économie de temps, l'efficacité et au final la capacité budgétaire. La LTech, on le voit, impacte déjà les métiers et va avoir une place de plus en plus importante dans le dispositif learning. Je vous propose de commencer par ce qui peut permettre d'unifier, de simplifier l'expérience learning, et en commençant par vous poser justement la question, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'utilisateur, nous aimons regarder Netflix, Amazon, Disney+, pour citer le dernier, tout simplement parce que le contenu est différenciant, et qu'on a plutôt une appétence à aller sur tel fournisseur ou tel autre, en fonction de ce qu'on recherche. Mais on remarque qu'ils ont une expérience similaire sur l'expérience utilisateur. Euh, L'user ou le customer experience sont sensiblement les mêmes, avec des pages catalogue en tuiles, avec un espace client sur la droite, et un lecteur d'adaptive streaming. Alors si cet exemple est un cas d'usage dans le learning, on aime bien les spécificités. Prenons l'exemple des LMS. Les LMS, les Learning Management System, d'entreprises ont été inventés il y a près de 30 ans, avec pour principaux objectifs, d'une part, de déployer la formation et de tracer la conformité des collaborateurs, puis d'autre part, de contraindre les fournisseurs de contenu à certaines règles. On peut dire que l'essor a été considérable à partir du moment où se sont développées des solutions open source comme Moodle, Canvas, LearnDash, entre les années 2000 et 2010. Aujourd'hui, de multiples offres de LMS sont émergées avec des spécificités. On parle de LCMS, de LXP, de LEMS. Alors sur ce type de plateforme, même si les principes de conception pédagogique, les options de surveillance, les fonctions de back-office, la capacité d'intégration diffèrent, il faut dire qu'elles ont été construites pourtant avec la même approche de je crée un dispositif et je gère un dispositif de formation. Or, le défi actuel n'est plus tant de gérer un dispositif que de proposer de déployer une véritable expérience. Et sur ce point, les plateformes traditionnelles semblent atteindre leurs limites. Ce constat est d'ailleurs corroboré par les statistiques. Lorsqu'on demande aux organisations si elles sont satisfaites de leur plateforme LMS, la plupart du temps, la réponse est non. Certains nouveaux entrants sur le marché du LMS, d'ailleurs, s'appuient sur ces faits et sur ces études pour commercialiser leurs solutions et promettre une expérience d'apprentissage différente. Entre les acteurs traditionnels et les nouveaux entrants, on fait face aujourd'hui à plus de 600 solutions disponibles sur le marché des entreprises. Les managers L&D sont confrontés à un choix difficile et de plus en plus difficile. Il faut trouver la solution qui convient aux besoins spécifiques de leur organisation, ou en tout cas celle qui va s'en éloigner le moins. Mais le réel enjeu n'est-il pas sur la disparition des plateformes, sur non pas les technologies des différentes plateformes LMS, mais sur les technologies qui existent entre les plateformes. Je veux parler des normes, des flux, des API, qui permettent à plusieurs outils LTech de communiquer. Vous en connaissez au moins tous un, le SSO, le Single Sign-On. Lorsque vous vous connectez à un espace, le mot de passe et les identifiants suivent au fur et à mesure de la navigation pour éviter d'avoir à se réidentifier. C'est là encore un cas d'usage partagé dans plusieurs secteurs d'activité et bien actualisé au regard de son utilisation massive. Mais il peut y avoir d'autres niveaux d'intégration spécifiques à notre métier. Certaines de ces normes sont en train de vieillir, hein. On parle des normes SCORM 1.2, la SCORM 2004, et de nouvelles normes sont en train d'apparaître. Mais elles ont toutes comme point commun de communiquer toujours à minima entre elles, en recherchant le dénominateur commun qui, au final, est très faible. C'est le principe d'une norme d'ailleurs, d'une API, que de restreindre, de normer,
Mais comment une norme peut-elle exprimer la complexité de la psychologie? Et surtout de la psychologie apprenante, d'autant plus dans un monde qui a vocation à intégrer et à agréger de la donnée d'usage. C'est une problématique réelle qui n'est pas rencontrée dans le e-commerce par exemple. Et plus globalement, c'est la question qui est posée aujourd'hui aux décideurs learning. Comment l'ensemble de mes outils vont pouvoir communiquer entre eux? Quels sont les biais technologiques? Et comment faire en sorte qu'un outil soit utilisé au maximum de ses capacités sans déséquilibrer le reste de l'écosystème health-tech de mon entreprise et donc sans déstabiliser au final l'expérience learning que j'ai mis en place. L'évolution de la fonctionnalité en essayant d'entraîner l'adoption et l'adhésion sont un point essentiel et j'insiste sur la question des ponts et passerelles technologiques entre les outils est d'autant plus importante que l'on constate qu'à côté des plateformes LMS classiques, qui sont un révélateur des transformations du secteur learning, se trouve également la question des LRS, des Learning Reporting Systems, des SIRH qui doivent sans cesse interagir avec le LMS, mais qui pour certaines catégories intègrent déjà des fonctionnalités qui sont présentes dans un autre outil qui lui sera préféré. On assiste donc, et c'est de plus en plus fréquent, à un chevauchement des outils, à un chevauchement permanent des outils entre eux. Et d'autre part, nous sommes vraisemblablement, j'aimerais en parler, à l'aube d'une révolution majeure, qui est celle de l'Internet des objets, et donc d'une dématérialisation des applis web, hein, c'est-à-dire des sites, ou encore des applis natives, les applications qu'on retrouve sur les téléphones ou sur les tablettes. Vous voyez l'importance de l'enjeu, c'est-à-dire l'unification, la modularité des outils, les modes de communication, les process d'intégration d'un nouvel outil sont les items essentiels qui vont permettre d'évaluer les avantages et les risques à s'équiper d'un nouvel outil dans la politique formation que l'on souhaite mettre en place. Sur ce point, je souhaitais vous exposer notre business case. Chez Synclearn, nous avons une démarche processée, établie, qui ressemble à un SWOT où on analyse les forces et les faiblesses légèrement modifiées et qui fonctionne par catégorie. À travers ces résultats, ça va nous permettre de scorer l'éventuel partenaire ou prestataire et soit d'évacuer très rapidement les outils qui ne pourront pas correspondre à notre écosystème, ou alors permettre l'approfondissement des relations avec ceux qui passent cette étape et ont peut-être vocation à être intégrés. La plateforme Synclearn se conçoit comme un réceptacle de solutions health-tech sans que l'expérience learning soit altérée. Vous trouverez cette grille d'analyse dans le guide pratique du webinaire. Alors, si le premier objectif qui doit être recherché par le décideur learning dans l'intégration de nouveaux outils, c'est cette unification et cette simplification de l'expérience learning, il existe, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un second argument ou objectif qui peut être celui de la rationalisation en termes de temps alloué à des tâches qui peuvent être automatisées, mais également d'efficacité, de rentabilité. Dans ces enjeux de rationalisation, la première qualité d'un outil health-tech doit être de permettre l'automatisation des tâches, voire même de rendre ces tâches scalables, c'est-à-dire réplicables à l'échelle de l'augmentation de l'activité, afin d'en tirer un avantage toujours plus important. La conséquence de cette automatisation va être de dégager du temps pour les équipes learning. Cela passe par du big data, c'est-à-dire l'utilisation massive de la donnée, et sans doute une branche de l'intelligence artificielle qui est encore peu connue, qui s'appelle le machine learning, et qui consiste, face à des comportements que l'on va identifier, à en tirer des conséquences au niveau macro en termes d'analyse ou en termes de prise de décision. Sur certains secteurs fortement réglementés, cette approche est d'ailleurs celle qui a été recommandée et qui est utilisée. À ce titre, BNP Paribas a été réellement moteur en France dans le développement des métiers de ce qu'on appelle les Learning Analytics, avec l'adoption très tôt d'un plan de transformation des équipes learning, en conservant une partie métier classique, parce qu'elle est essentielle, mais en s'appuyant aussi très fortement sur une partie data technologique. La seconde qualité d'un outil health-tech dans la rationalisation va être de permettre de trouver des ressources externes, par la mutualisation des contenus, par exemple, et pourquoi pas des dispositifs de formation. Chez Synclearn, par exemple, nous avons une plateforme avec un catalogue partagé qui permet à une entreprise
de pouvoir piocher dans ce qui l'intéresse et de mettre à disposition de sa population d'apprenants les éléments qu'elle souhaite. Cela permet, quand on a une demande interne, de pouvoir regarder dans ce catalogue si une demande n'a déjà pas été traitée par un autre client dans une autre entreprise et dont le contenu pourrait être rapidement adapté. Et pour l'expérience learning, c'est très valorisant. C'est montré par la preuve qu'on a réussi à construire le learning landscape dont parlait Amélie tout à l'heure, c'est-à-dire l'aboutissement du Slatawadak. Un dernier pilier de cette rationalisation et du rôle de la technologie dans cet item, c'est le gain d'efficacité obtenu par de la transversalité. Il existe de multiples outils qui vont permettre, notamment à la formation, de retrouver une légitimité RH au niveau de la GPEC, en remontant l'information utile en termes d'acquisition, de gestion des compétences de l'apprenant vers la fonction RH. L'objectif est d'identifier quelles sont les compétences sur lesquelles le collaborateur a été en priorité, afin d'en déduire par le machine learning dont je parlais tout à l'heure, sur quel métier il pourrait être positionné, et ce en fonction des profils des autres apprenants. Si le but premier de tracer l'acquisition des compétences et de réaliser de la prospective en termes de reskilling et de upskilling du point de vue de l'entreprise s'entend parfaitement, cela peut permettre également d'accélérer le plan de développement des compétences individuelles en réalisant des préconisations directement auprès de l'apprenant, ou encore de renforcer l'employabilité individuelle. Si on reprend les points essentiels, pour récapituler, la technologie doit pouvoir 1. Permettre de trouver de la ressource externe en mutualisant ou en permettant, à minima, de créer les conditions d'une collaboration et d'une gouvernance inter-entreprise, ce qu'on pourrait qualifier, et ce que les Américains qualifient d'extended entreprise ou extended company. Permettre 2. D'améliorer le traçage et l'analyse de l'acquisition des compétences ou la gestion de la formation. 3. Être modulaire pour s'insérer au mieux dans l'écosystème de la direction learning. 4. Adopter régulièrement les usages d'autres secteurs d'activité. Puis 5. Encourager et mettre en avant l'employabilité individuelle. Vous l'avez compris, au niveau de la L&D, l'enjeu va être de processer cette intégration par la grille d'analyse dont je vous parlais tout à l'heure, mais également par une démarche agile, de réaliser des itérations progressives afin de susciter l'adoption et l'adhésion à la politique formation.